Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Le 1er novembre dernier, le haut vent de la gare de Novi Sad s'est effondré, faisant 15 victimes. Au-delà du choc ressenti par les locaux, ce drame est devenu le symbole des défauts du pouvoir en place. Pour les Serbes, cette tragédie est le résultat de négligence et surtout d'une corruption massive. Devant les protestations toujours plus importantes, le pouvoir chancelle. Tentant de donner des gages de la bonne volonté du pouvoir en place, Miloš Vučević a donné sa démission la semaine dernière. Nous sommes au bord d'un affrontement. Il est vital que les tensions baissent et que le dialogue se mette en place, déclarait mardi dernier le Premier ministre serbe. Le maire de Novi Sad a d'ailleurs suivi son exemple pour faire le point sur la situation et essayer de comprendre ce qui se passe actuellement en Serbie entre ces protestations et le pouvoir qui, nous l'avons dit, chancelle. Nous recevons ce matin Thibaut Gibelin, spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne, doctorant entre Paris et Budapest et professeur invité au Matthias Corvinus Collegium à Budapest, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale, préfacier de Comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orbán aux éditions de la Nouvelle Librairie, et puis auteur également d'articles pour la revue Éléments et le Visegrad Post. Bonjour Thibaut Gibelin, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par faire le point justement sur ces manifestations qui sont en cours en Serbie, des manifestations un peu particulières. Elles ont été dans un premier temps lancées et motivées par les libéraux. Aujourd'hui, il semblerait que les nationalistes se soient plutôt emparés de la chose. Eh bien, cette manifestation, elle a révélé un mal, quelque chose qui traverse la société serbe. Ça a commencé le 1er novembre dernier avec un accident dramatique, l'effondrement du haut vent d'une gare pourtant flambant neuve à Novi Sad, la deuxième ville du pays. Ça a fait une quinzaine de morts. Et en fait, les manifestations n'ont pas cessé depuis lors. Il y a un mouvement social qui exprime une grogne, un mécontentement. Et les mots qui reviennent, c'est que c'est la corruption qui est en cause. Parce que ces travaux ont été entrepris avec des investissements chinois. Alors, il y a donc des doutes sur la manière dont l'argent est utilisé, s'il n'y a pas l'argent qui va dans des pots de vin au lieu d'être dans des travaux efficaces pour ces infrastructures. Et ce qui est au cœur du problème, c'est qu'il y a un sentiment de frustration généralisée, de frustration latente, avec un pays, la Serbie, qui en fait n'en finit pas d'être dans le marasme. Pourquoi ? Bien parce que la Serbie était au XXe siècle donc le cœur de la Yougoslavie, et c'était une puissance régionale avec l'effondrement du bloc de l'Est. La politique étrangère américaine a travaillé à l'implosion de la Yougoslavie. Il y avait déjà des tendances très, très, très fortes, délétères très fortes. Et donc, ces nations slaves du Sud, constitutives de la Yougoslavie, ont repris leur chemin séparé. La Serbie est la perdante de cette implosion. Et en plus, elle a subi une guerre d'agression en 1999 par l'OTAN, avec des bombardements massifs pendant près de 80 jours. Là-dedans, qu'est-ce que peut faire le pouvoir politique serbe ? Le pouvoir politique serbe, il est aujourd'hui aux mains d'Aleksandar Vučić, qui est ce président si décrié par la foule en colère. C'est un politicien qui a fait ses armes initialement dans le nationalisme. C'est un nationaliste qui était dans le parti radical serbe de Šešelj, dans les années 90. Puis qui s'en est détaché en 2008 et qui, partant de la droite, essaie d'épouser les évolutions de la société serbe et essaie de placer la Serbie au mieux dans la géopolitique actuelle. C'est quelque chose de compliqué. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour un pays enclavé comme la Serbie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui est l'objet d'une espèce d'animosité de la part des anglo-saxons qui préfèrent toujours parier sur les musulmans bosniaques ou sur les Albanais du Kosovo. Et donc, dans ce contexte, il y a un sentiment un petit peu d'exaspération de la population.
Alors, vous le disiez, effectivement, Vučić a cherché à imposer la Serbie sur cette scène géopolitique et pour cela, il a opté pour une politique de normalisation de ses idées. Il a placé des libéraux à certains postes importants. On le sait, le fils de, à titre indicatif, mais le fils, par exemple, de George Soros avait ses habitudes à Belgrade. Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur? Est-ce qu'il n'aurait pas dû justement solidifier sa base plutôt que de chercher à draguer d'autres fonds d'électeurs? L'option politique de Vučić, c'est d'être la force centrale incontestable. Et donc pour cela, il ne faut pas qu'émerge une force politique à sa droite, c'est-à-dire véritablement nationaliste intransigeante. Et le fait de venir des franges nationalistes et d'avoir été l'un des principaux cadres du parti de Šešelj, du parti radical serbe, lui donne une espèce d'autorité dans l'environnement nationaliste. Il a du moins cette aura-là, ce passif-là. En revanche, on est sur des tendances libérales de fond qui traversent la société serbe. Et là-dessus, en effet, il fait des efforts. Alors, vous avez parlé, en effet, du fils de George Soros, Alexandre Soros, c'est tout à fait exact. Il a aussi fait le choix de donner le poste de Premier ministre à une femme qui était non encartée dans son parti et qui était la première femme politique en Serbie à se revendiquer comme étant lesbienne. Ana Brnabić. Voilà. Et cette approche-là, on voit bien que ça découle pas d'une stratégie très, comment dire, de fond. C'est simplement qu'il s'agit d'être attrape-tout pour ne pas être dépassé par un camp ou par un autre. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est la jeunesse qui est dans la rue avant tout. Et vous avez raison de le signaler. Autant les mouvements de jeunes qu'on peut voir dans le cadre, aux États-Unis, dans le cadre de la guerre au Levant, c'est très gauchisant, c'est très altermondialiste, etc. En Serbie, la jeunesse est quand même beaucoup plus nationaliste et le vernis de gauchisation occidentale, surtout dans sa version ultime des années 2010-2020, n'a pas du tout pris en Serbie. Donc, quand il y a une jeunesse frondeuse et même combattante, on n'est plus sur un schéma en fait ukrainien où vous avez des forces vives contestataires qui sont nationalistes. Alors, Thibaut Gibelin, si justement le président Vučić avait choisi de laisser émerger un autre parti, vous l'avez dit, il a préféré éviter l'émergence d'un parti à sa droite. Si jamais il avait laissé cela se faire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été dans la position d'avoir un allié de poids pour justement peut-être avoir moins besoin de donner des gages à toutes ces ONG qui aujourd'hui font pression sur la Serbie? C'est quand même très difficile à dire. Si vous voulez, il faut d'abord se poser la question de l'ascension d'un autre parti en Serbie. C'est-à-dire que la culture politique parlementaire, c'est pas quelque chose de très enraciné en Serbie. On est donc sur un pays qui a une expansion nationale assez foudroyante à la faveur de la Première Guerre mondiale, qui était un régime autoritaire, une monarchie. Et on n'est pas vraiment sur un civisme, une société bourgeoise à l'occidentale dans laquelle il y a une espèce d'émulation, un souci de l'engagement pour le bien commun, où les gens vont faire assaut dans la vie associative d'un esprit d'entreprise pour essayer de proposer une autre voie pour le pays. On est sur une société à la fois traditionnelle, on est aussi dans les Balkans, c'est pas méchant de le dire, mais c'est quand même la région du système D, on va pas trouver aisément des gens, une proportion significative de la population qui va faire société comme ça à travers un parti politique. Ce qu'on a plutôt, c'est à la faveur d'un mouvement social, d'une explosion de colère un petit peu communautaire, un phénomène d'agrégation. C'est-à-dire que là, on a vu de manière assez surprenante les agriculteurs se joindre au cortège avec leurs tracteurs. En fait, c'est exactement ce que les Néerlandais avaient initié dans leur refus de
du Green Deal. C'est comme ça aussi que les Français, les paysans français ont un petit peu durci le ton. Et on voit que cette espèce de mode opératoire s'applique maintenant en Serbie. On voit qu'aussi, je voyais que les avocats, donc les principales organisations d'avocats, ont fait ont participé et ont décidé de déclarer une grève. Donc là, on voit qu'il y a une espèce les corps constitués commencent un petit peu à se mettre en mouvement. Mais de là à ce que ça vienne d'un parti politique, ce serait quand même une toute autre affaire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Vučić peut tomber face à ces manifestations? Parce qu'on a vu des manifestations de la sorte d'une telle ampleur en France avec les Gilets jaunes, par exemple, avec un pouvoir qui est resté de marbre. Tout à fait. En fait, la question est évidemment ouverte. Ça fait quand même 3 mois que ça dure, et en fait, ça s'inscrit dans une contestation qui est déjà antérieure. Donc, Aleksandar Vučić a été associé au pouvoir. D'abord, il est élu au Parlement depuis 2008, il me semble. Il a été vice-président dès 2012. Il est devenu président en 2014. Il a été réélu en 2017, puis en 2022. Et il se trouve qu'il y a eu déjà une contestation très importante en 2023. En 2023, il y avait eu des assassinats, des fusillades qui avaient causé un grand émoi en Serbie. Et pour essayer de conjurer cette grogne, Aleksandar Vučić avait convoqué des élections anticipées à la fin de l'année 2023. Il a été triomphalement réélu en combinant habilement une forme de méga coalition qui faisait de lui quelqu'un de tout à fait incontournable, ce qu'il est de fait dans le paysage politique serbe. C'est d'où le fait que c'est des mouvements de rue qui expriment l'exaspération. Ça passe pas par le canal des urnes. En revanche, donc je dirais que le feu bouillonne, enfin la marmite bouillonne, et puis là avec cet accident à la gare de Novi Sad, ça a, si vous voulez, redéclenché une nouvelle secousse sismique. Donc on est quand même sur une instabilité et une contestation palpable, assez permanente. Et la différence, si vous voulez, parce que beaucoup de journaux libéraux font la comparaison avec la chute de Milošević en 2000. Mais la chute de Milošević, ça s'inscrit aussi dans l'effondrement de tous les régimes communistes dans l'Est de l'Europe. Ça s'inscrit aussi dans le désaveu que rencontre Milošević après la guerre du Kosovo. Déjà, le fait que cette guerre ait eu lieu et que cette guerre qui ne pouvait pas être gagnée a été évidemment perdue face au colosse de l'OTAN. Et donc, dans cette circonstance-là, Milošević a perdu. Il a même ensuite été jugé à La Haye. Ce qui concerne la situation de Vučić, elle est tout à fait différente puisque ce moment d'hégémonie américaine exceptionnelle au tournant des années 90-2000 n'est plus. Et la volonté d'ingérence démocrate et de subversion du mondialisme, je dirais, anglo-saxon, a bien perdu de sa superbe. Puisque d'abord, on voit que quand on joue le jeu de la révolution de rue, ça amène à un Maïdan, ça amène en fait à la liquidation, à la destruction d'un pays. Et les derniers exemples en date, c'est par exemple en Géorgie. On voit qu'en Géorgie ou en Moldavie, la tentative de faire cette pression extérieure, de jouer sur une pseudo-société civile qui en fait est quand même très téléguidée depuis l'outre-Atlantique, ça marche plus vraiment. Donc il faut s'en remettre à des facteurs un peu plus internes. La question, c'est quelles sont les alternatives pour les Serbes, et à vrai dire, on n'en voit pas énormément. C'est un petit peu ça, je dirais, ce qui est aussi déprimant pour les Serbes, c'est que les limites du parti d'Aleksandar Vučić, de son système de jouer sur le maintien d'un surmoi national serbe assez fort, tout en faisant des compromis considérables vis-à-vis du Kosovo, des démarches pour rentrer dans l'UE, etc. C'est quelque chose qui est bouché, et pourtant on ne voit pas d'autres voies que cette espèce de chemin pénible, incertain et ingrat. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait donner des gages pour se maintenir en place, par exemple, couper avec une quelconque tentative de rapprochement de l'Union européenne ?
En fait, le chemin vers l'UE, il est ouvert depuis des années, et c'est Alexandre Vučić qui a été le grand avocat de ce rapprochement vis-à-vis de l'UE. Simplement, il se trouve que comme il nourrit aussi la fierté nationale serbe sur d'autres éléments de discours, eh bien, les Serbes, par fierté nationale, telle que le gouvernement l'encourage, sont très rétifs à se plier en quatre pour convenir aux impératifs de l'Union européenne. Les concessions qu'a fait Alexandre Vučić, c'est notamment que son Premier ministre Miloš Vučević a démissionné il y a mardi dernier, le 28 janvier. Donc on est sur je dirais, sur des concessions telles que Vučić n'avait jamais fait pour l'instant. On ne voit pas vraiment ce qu'il peut offrir d'autre, dans la mesure où il est tellement important, il est tellement proéminent dans le paysage politique serbe, que son système tient beaucoup à lui. Il n'a peut-être pas beaucoup de plomb à faire sauter pour lui-même éviter de présenter sa démission. Est-ce qu'il y a des influences étrangères notables qui pourraient intervenir justement dans la résolution ou non, l'aggravation, pourquoi pas, de cette crise, Thibaut Gibelin ? Je dirais que la personne, vraiment, dans les puissances alentours, n'a intérêt à ce qu'un nouveau chaos se crée en Europe. C'est pas l'intérêt de l'Europe centrale voisine, notamment de la Serbie. C'est pas l'intérêt maintenant, en tout cas, c'est pas du tout la priorité de la Maison Blanche sous pavillon Trump. C'est pas non plus l'intérêt de la Russie, qui en fait a en Vučić quelqu'un d'assez neutre, et donc qui ne lui est pas ennemi déjà, qui ne lui est pas hostile. C'est toujours ça de prix. Donc il y a vraiment pas de raison qu'on essaie d'aggraver les choses. Peut-être que simplement l'Union européenne, elle, encouragerait un gouvernement d'union nationale avec des tendances plus libérales. Ça, c'est en effet quelque chose de possible, mais il faut bien voir combien Bruxelles sert aujourd'hui quand même de repoussoir et que avoir le soutien tout à fait affiché de la Commission européenne, ce ne serait pas vraiment un atout pour les forces libérales qui voudraient avancer leur pion en Serbie. La résolution du conflit, elle va dépendre de la manière dont les Serbes vont eux-mêmes se remettre en cause et essayer d'améliorer un système qui est quand même très imparfait. La corruption, le problème, c'est que la corruption, on en parle tellement, et c'est comme crier au loup. À force, ça perd toute efficacité. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de corruption en Serbie, des problèmes de corruption structurelle. Simplement, la manière dont les instances supranationales occidentales le dénoncent, c'est précisément pas dans la corruption à proprement parler. Il faut comprendre corruption dans ce cas-là comme insoumission et désigner comme corrompu un gouvernement qui n'est pas assez complaisant avec les offres et les intérêts des investisseurs occidentaux. Donc voilà, on ne cherche pas la corruption, si vous voulez, au bon endroit. Mais c'est sûr que la Serbie doit faire beaucoup de chemin, parce qu'on parle d'un pays qui est maintenant à moins de 7 millions d'habitants. On parle d'un pays dans lequel la démographie n'est pas bonne, ce qui est le cas en fait de tout le monde blanc, mais qui, dans le cas de la Serbie, est aggravé par le fait qu'il y a une émigration considérable. Il n'y a pas vraiment de solution de recours, voilà, à part peut-être quelques Serbes qui viennent de République serbe de Bosnie, vous voyez, mais on est sur un pays qui est en dépression démographique, en contraction à tous les niveaux, notamment géographique, puisque au cours de ces dernières années, vous savez qu'avec l'indépendance du Monténégro, la Serbie a perdu l'accès à la mer, donc elle est encore plus limitée parce qu'elle est enclavée. Et la partie de la population qui est la plus nombreuse proportionnellement, c'est évidemment les personnes âgées. Or, ces personnes âgées, elles sont, en fait, comme chez nous en France, ce sont les plus assidus à suivre les médias traditionnels. Elles écoutent les paroles rassurantes du parti d'Alexandar Vučić, et ça crée un espèce de consensus amorphe.
et pendant ce temps-là, le pays, objectivement, est en déclin. Voilà. Comment pourrait-on faire mieux ? C'est difficile à dire, mais dans la jeunesse serbe qui manifeste, il y a aussi cette volonté de vivre, voilà, cette volonté de se battre et de sortir de cette spirale un petit peu déprimante, complètement déprimante, d'un pays qui en fait ne se sent plus de destin et n'a plus d'espérance à offrir à sa jeunesse. On ressent bien les influences très idéalistes qu'il peut y avoir dans cette foule de manifestants. Thibaut Gibelin, justement, si jamais le président serbe est démis, est-ce que les manifestants nationalistes pourraient réellement crier victoire, puisque au fond, ça laisserait probablement déjà le champ libre à certaines ingérences, pourquoi pas de ces fameuses ONG particulièrement puissantes dans cette zone-là. Voilà, et puis eux-mêmes ne sont pas réellement en mesure pour le moment de proposer une alternative. La façon dont ils sont présentés, en tout cas ici en France, c'est quand même des foules qui restent assez peu organisées. On avait le même problème au moment des Gilets jaunes, même si la sociologie est probablement différente. C'est des foules énormes, mais finalement on a quand même du mal à discerner un leader qui pourrait potentiellement apporter une alternative si les choses devaient changer. Vous avez tout à fait raison. Le problème de cette explosion de mécontentement populiste, c'est qu'elle est simplement l'expression d'une frustration. La jeunesse serbe qui manifeste, elle a l'immense qualité déjà de ne pas être partie à l'étranger, de vouloir vivre au pays. Faut prendre ça comme un appel à l'aide et un SOS, ce type de manifestation. Naturellement, ceux qui voient à long terme, ceux qui profitent de l'instabilité, c'est donc des structures de pouvoir qui sont d'abord économiques et qui voient ces pays des Balkans comme un marché d'appoint où écouler leurs marchandises, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, ce qui peut être attendu de mieux de ce mouvement social, c'est que la jeunesse prenne conscience de son impuissance et qu'elle fasse un examen critique de cette situation bouchée, et qu'elle revitalise la vie politique serbe en s'impliquant. C'est bon, facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire, mais de fait, il y a quand même quelque chose de très important pour éclairer la lanterne de ces manifestants. C'est le précédent du Maïdan. C'est qu'une foule donc, de jeunes nationalistes dont les revendications étaient éminemment légitimes, c'est-à-dire la contestation de la faillite de l'État ukrainien. La révolution n'a évidemment pas amené à un mieux, et a au contraire ouvert une spirale complètement folle. Donc, et c'est parce qu'il y a eu ce précédent ukrainien que les Moldaves et les Géorgiens sont très très peu motivés à l'idée de s'engager dans des aventures révolutionnaires. Il y a des chances pour que ça vale aussi pour la Serbie. Est-ce que si aujourd'hui, Thibaut Gibelin, l'Union européenne arrivait sur la table avec une nouvelle proposition, notamment concernant les valeurs qu'elle défend, et des valeurs qui d'ailleurs prennent de plus en plus en importance, on voit que les partis conservateurs, patriotes, identitaires s'imposent petit à petit sur la scène européenne. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, ça pourrait réduire les crispations dans les pays comme la Serbie, justement, qui verrait moins de réticence à rejoindre l'Union européenne, en tout cas à travailler avec cette union, ou bien est-ce que de toute façon ces crispations sont désormais ancrées dans l'ADN identitaire des Serbes ? C'est surtout que est enraciné dans l'ADN de l'Union européenne un tournant woke, gauchiste, extrêmement virulent, et qu'on n'est pas vraiment prêt d'en sortir. En tout cas, c'est certainement pas pour complaire, pour se mettre à niveau de la sensibilité conservatrice des Serbes ou des Albanais, que l'Union européenne reverrait l'interprétation qu'elle a faite de l'article 2 du traité de l'UE, donc qui parle qui évoque les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, l'égalité, la tolérance, etc., qui en soi sont des mots très généralistes, donc qu'on peut remplir d'à peu près n'importe quoi, et qui ont été remplis effectivement, malheureusement,
de n'importe quoi. Donc non, l'Union européenne est plutôt, et on le voit depuis le Brexit, face aux échecs dans un processus de durcissement et de radicalisation de son idéologie. En plus, avec la victoire de Donald Trump aux États-Unis, l'Union européenne devient l'otage de forces d'obédience mondialistes au sens de ce nouvel ordre mondial que George Bush père avait proclamé au lendemain de la guerre froide. Il y a un surmoi dominateur occidental, malgré toutes les belles paroles d'humanitarisme, etc., qui fait que on considère les Balkans comme une terre de mission, qu'on considère que ces peuples-là doivent être éduqués et doivent en fait s'élever vers le progrès et vers les conceptions éclairées de l'Ouest. Donc on a très peu de chances que ça évolue en ce sens en Union européenne. En revanche, c'est vrai que l'Union européenne a des contestations internes avec des nations, évidemment l'Italie, la Hongrie, etc., qui ont une autre approche, une autre définition de l'Europe que celle de la force dominante à Bruxelles en ce moment. Et c'est évident que si la Serbie a un intérêt, il trouve que l'Union européenne vaut quelque chose, c'est précisément pour se mettre au diapason des forces qui sont le pôle conservateur et certainement pas les éléments libéraux. C'est assez amusant de constater que dans la presse européenne, alors particulièrement en France, la façon dont est traitée la crise, c'est systématiquement le président nationaliste qui est remis en question, et c'est cet aspect-là justement de sa personnalité qui est pointé du doigt. Alors précisément que ce que vous nous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'informe réellement sur le terrain, eh bien les manifestants pointent plutôt du doigt tout ce qu'il n'y a pas de nationaliste dans la posture de Vučić. Est-ce qu'on n'aurait pas des enseignements, nous, à tirer de cette crise ? Oui, alors l'enseignement numéro 1, d'ailleurs, c'est que on est sur une phase de dépression économique et de désarticulation de ce monde européen, occidental, qui a été encore hégémonique, même de manière par inertie, et donc que le mécontentement va être partout, que ça va être très difficile pour les sortants, quels qu'ils soient, et que l'alternance d'un parti à un autre, d'élection en élection, tient uniquement au fait que, par exaspération sur ce qui ne fonctionne pas, on dégage les sortants et on prend ce qu'il y a ailleurs. Ça ne résout absolument pas le problème, et au contraire, ça pourrait nous amener à une plus grande contestation de la démocratie, du système électoral en tant que tel. Là où les États-Unis ont réussi comme un tour de force à réactiver une espèce de rêve démocratique par la victoire de Trump, qui a d'une certaine façon conjuré le fatalisme d'un système. L'autre chose, c'est que vous avez tout à fait raison de le signaler, si Vučić est décrié, c'est pas parce qu'il est nationaliste, sans doute ça l'est pour 5% des cas, parce qu'il y a évidemment une classe libérale bobo dans les centres-villes de Niš, de Novi Sad et de Belgrade, mais c'est pas du tout le point central. Et il ne s'agit pas de parler de nationalisme en parlant d'une rhétorique, de la nostalgie d'une grande Serbie, etc. On devrait parler de patriotisme dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire de donner à sa population les moyens de prospérer, de se projeter dans l'avenir, de donner aux Serbes le goût de vivre au pays, d'entreprendre, de fonder une famille, de faire des enfants, et donc de défendre le bien commun. Et dans ce sens-là, ce nationalisme, il est une clé en fait de politique partout en Europe. Simplement, évidemment, du mot à la chose, il y a loin. Et en ce qui concerne la Serbie, il s'agit de pesanteur, de ce système débalkanique qui est quand même très compliqué à relever ou à modifier. Et chez nous, c'est évidemment une emprise du mondialisme, un mirage de l'universel, une hystérie multiculturaliste qui est aux antipodes de l'intérêt national, du bien commun et de l'intérêt général des Français.
Thibaut Gibelin, cet entretien touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation serbe. On espère que les choses vont s'arranger, bien évidemment, pour les Serbes. Pour le président Vučić, eh bien, on lui souhaite de faire les meilleurs choix. Et puis, d'ici en France, on aimerait bien que cette situation serve d'avertissement à certains de nos politiques. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre cette situation plus qu'instable de près, et notamment avec vous. Donc, je rappelle le titre de certains de vos ouvrages: Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale, ou Comprendre la stratégie hongroise, que vous avez préfacé donc de Balázs Orbán aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous êtes aussi donc doctorant entre Paris et Budapest et professeur invité au Matthias Corvinus Collegium à Budapest. Merci beaucoup Thibaut Gibelin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on vous retrouvera très bientôt.